Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce sur quoi nous avons travaillé lundi? La domestication des plantes. Voilà, on est toujours sur notre chapitre sur la domestication des plantes, d'accord? Et on a vu des techniques pour créer des variétés de plantes cultivées. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler justement quelles sont ces techniques qu'on a vues? Pauline, qu'est-ce qu'on a vu comme technique? Madame, j'ai pas le livre sous les yeux. Tu quoi? J'ai pas le livre sous les yeux. Mais sans le livre sous les yeux, tu te rappelles pas ce qu'on a fait? Bof. Non? Bon. On a Yanis. vu la génie génétique. Donc, on a vu les techniques, effectivement, du génie génétique. D'accord. On a vu qu'on pouvait créer des variétés d'intérêt en pratiquant des techniques du génie génétique, et notamment quelles techniques? Techniques qui permettent de créer quel type d'être vivant? Le bac cross. Alors, ça, effectivement, c'est… alors là, on est dans les techniques de croisement, d'accord? Donc, effectivement, on a vu qu'en croisant différentes variétés, on pouvait créer des variétés nouvelles avec en combinant des caractères d'intérêt. Donc, ça, si les caractères étaient conditionnés par des allèles dominants dès la première hybridation chez les F1, on a les caractères d'intérêt, la combinaison des caractères d'intérêt. Mais si l'un ou l'autre des allèles qui gouverne les caractères d'intérêt étaient récessifs, on pouvait faire effectivement ce qu'on appelle un back-cross, un croisement en retour, l'équivalent d'un test-cross, pour que puissent apparaître les caractères d'intérêt chez les descendants. D'accord. Alors, madame, en fait, c'est pareil qu'un rétrocroisement. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose que ce qu'on appelait le test-cross. Sauf que… comme le test cross, on le croise avec un double homozygote récessif qui a une caractéristique qui a les caractéristiques qui correspondent à celles des parents de départ, on appelle ça un rétrocroisement ou un back cross. D'accord? Mais c'est un test cross comme on a vu depuis le départ dans le cours lors du chapitre sur la reproduction sexuée. D'accord? Alors maintenant, la technique de croisement, c'est pas une technique de croisement, mais la technique qu'on a vue lundi, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on a vu lundi? Est-ce que c'est des croisements qu'on effectue cette fois-ci? Non. Ah, Zélie est là. Bonjour Zélie. Bonjour. Ça va? Oui. Bon, ben, je suis bien contente de te voir parmi nous. Ça fait bien longtemps qu'on ne t'a pas vu. Bon, alors, la technique qu'on a vue lundi, est-ce que quelqu'un peut m'en parler? La transgénèse, exactement, Julien. Transgénèse, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on entend dans transgénèse? Transférer un gène. Transférer un gène. On transfère un gène à qui? À la plante qu'on a sélectionnée. Voilà, à la plante qu'on a sélectionnée et qu'on souhaite améliorer. D'accord? Et ce gène, il provient d'où? D'une plante, d'un animal. Voilà, d'un autre être vivant qui n'est pas forcément une plante. D'accord? Donc, d'un autre être vivant qui présente le caractère qui nous intéresse. D'accord? Et l'idée, c'est d'aller récupérer le gène qui gouverne ce caractère pour l'insérer chez la plante dans le but qu'elle exprime elle-même ce caractère. D'accord? Donc, on avait vu l'exemple du maïs transgénique. Le gène, il provenait de qui? Dans le cadre du maïs transgénique qu'on avait étudié, de qui provenait le gène? Vincent? D'une autre plante. Est-ce que c'est d'une autre plante, Jolinson? Ah non, c'était une bactérie. Voilà, d'une bactérie. Exactement. Une bactérie. Et qu'est-ce qu'elle avait comme caractéristique qui vous intéressait, cette bactérie? Elle éliminait un papillon, si je me souviens. Voilà, elle produisait… L'arbre qui était nocif pour les plantes. Qui était ravageur, on va dire. Voilà, elle produisait une substance toxique, une protéine toxique qui tuait les larves d'un papillon qu'on appelait la pyrale, qui créait des dommages chez le maïs. D'accord? Donc, l'idée, c'était de récupérer le gène qui gouverne la production de cette protéine toxique, de l'insérer chez le maïs afin que le maïs puisse exprimer cette caractéristique. Et il va devenir, à ce moment-là, résistant naturellement à la pyrale
du maïs, d'accord? Et ça permettait d'éviter d'utiliser quoi? Pesticides, des Des pesticides. pesticides, d'accord? Ça permettait d'éviter d'utiliser des pesticides tout en améliorant les rendements au niveau du champ, d'accord? Donc, les OGM, on a vu que c'est controversé. Il y a des arguments pour, des arguments contre. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas autorisé pour l'alimentation humaine en France, OK? Alors, maintenant, pour terminer ce chapitre, pour aujourd'hui, vous aviez à faire un exercice. Donc, je vais le mettre à l'écran. Un exercice qui montrait les conséquences de la domestication des plantes sur la biodiversité. D'accord? Donc, c'est cet exercice-là. Je pense qu'il est apparu à vos yeux. Tout le monde l'a sous les yeux? Oui. Oui. Alors, dans cet exercice, voilà, on parlait des conséquences de la domestication des plantes sur la biodiversité et on vous demandait à partir d'exploitation des documents d'indiquer les effets de la domestication sur la biodiversité et justifier l'intérêt de maintenir une certaine biodiversité chez les plantes cultivées. Alors, qu'est-ce que vous avez pu voir à travers cet exercice? À force de sélectionner des plantes pour répondre aux besoins de l'homme, d'accord, et vraiment aller vers de l'agriculture intensive, qu'est-ce qui se passe en termes de biodiversité des plantes cultivées? Il y a une réduction de la diversité. Voilà, exactement. Il y a une réduction de la diversité des plantes cultivées, tout à Et fait. madame, Oui. ça, c'est pas valable pour toutes les plantes. Comment ça, c'est pas valable pour toutes les plantes? Ben, toutes les hybrides, tout ça, ça fait de nouvelles variétés. Ça fait au contraire. Moi, je trouve que ça contribue beaucoup à la diversité. Alors, sauf que on se retrouve en fait, on se retrouve à cultiver. Par exemple, si tu prends des hybrides F1, tes hybrides F1, quand tu vas les cultiver, c'est toujours les mêmes individus. C'est ce qu'on a vu, ils sont homogènes en termes de population. Donc, si tu cultives ces hybrides-là F1, tu cultives le même type de plante. Oui, mais il y a des milliers de Certes. croisements. Il y a beaucoup de possibilités de croisement. Donc, beaucoup de. Enfin, moi, je pense que c'est pas pareil pour toutes les plantes, madame. Non, ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est qu'actuellement, dans un souci d'agriculture intensive, on se retrouve à cultiver un même type de plantes, d'accord? Et ces plantes qui ont été générées soit par des techniques d'hybridation, par exemple, ce sont des plantes qui, d'un point de vue génétique, sont toutes homogènes. Ça, c'est dans un souci d'agriculture intensive. D'ailleurs, on te dit souvent qu'il y a des variétés anciennes de plantes qu'on perd, d'accord? Même pour les tomates, on retrouve toujours les mêmes types de tomates, alors qu'il y a une grande variété de types de tomates, des variétés anciennes qu'on ne cultive plus. D'accord? C'est en ça qu'on te dit qu'il y a une perte dans nos cultures, dans les plantes que l'on cultive. On perd la biodiversité. On cultive le même type pour une espèce donnée. On va se retrouver à cultiver le même type de variété. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais par exemple, la banane, madame. Moi, Oui. j'ai fait un truc au Syrah de l'année dernière. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de variétés de bananes. Il y a Et plein de ils le variétés de conservent. bananes, mais laquelle tu cultives justement pour l'exportation? C'est la Cavendish que tu cultives. Oui, D'accord? C'est la banane mais dessert, la Cavendish. Donc, on est en bon, train de cultiver dans les cultures, c'est à grande échelle, ce qu'on cultive à grande échelle, c'est le même type de plante. mais elles sont toujours là, les autres. Elles disparaissent pas, ils les Elles sont conservent. toujours là, mais ce que je veux te dire, c'est dans l'agriculture. Ce qu'on nous, on cultive, justement, ce qu'on cultive à grande échelle, c'est le même type de plante. Et justement, sur cette Cavendish, quand apparaissent comment ça s'appelle, des parasites sur un champ, justement, le risque pour toutes les cultures, souvent vous avez entendu parler, par exemple, quand il y a eu la cercosporiose, ou là, on a parlé d'un champignon dernièrement qui menaçait toutes les cultures de bananes. D'accord? Parce qu'on cultive la même variété à grande échelle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est pour ça qu'il faut garder une certaine diversité. Voilà, c'est pour ça que ils ont créé, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, ils ont créé des banques de graines où on essaie de conserver, de ne pas perdre les variétés anciennes ou les variétés qui existent, mais qu'on ne cultive pas à grande échelle. Parce que justement, si la variété qu'on cultive à grande échelle, il y a un parasite ou il y a quelque chose qui s'attaque à une maladie qui atteint ces plantes, après, toutes vont être décimées parce qu'elles sont homogènes d'un point de vue génétique. C'est la même variété. Je ne sais pas si c'est bon ou pas pour toi. Oui.
Oui, en fait, quand on dit qu'on a perdu de la biodiversité, c'est sur les plantes qu'on cultive. Sur les plantes qu'on cultive, on cultive souvent la variété qui est intéressante pour nous d'un point de vue rendement, d'un point de vue caractéristique, d'accord? Et donc, on se retrouve à la cultiver à grande échelle. Et on oublie effectivement les autres variétés qui existent et qu'on ne va pas cultiver à grande échelle. Donc, c'est en ça qu'on dit que sur la culture des plantes, on a perdu de la biodiversité. D'accord? Le fait de domestiquer et d'améliorer au fur et à mesure les espèces dans le but d'atteindre des espèces qui soient vraiment, qui correspondent à nos besoins et qu'on va cultiver à grande échelle dans l'agriculture intensive, on a perdu cette notion de biodiversité. Et donc, le risque, donc on en parlait tout à l'heure de la banane, mais là, on en parle ici pour la pomme de terre. Qu'est-ce qu'on vous disait? Le risque, justement, de cultiver à grande échelle toujours les mêmes plantes. Qu'est-ce qu'on vous montrait dans le document 2? C'est quoi le risque? Cédric? Cédric? Alors, c'est quoi le risque? C'est ici que si on consomme, enfin, si on cultive une seule variété et qu'un champignon arrive, bah, ça va détruire et on ne pourra pas reconstruire. Enfin, ça va affecter toutes les plantations. Il sera difficile de recommencer. Voilà, exactement. C'est que Vu que c'est la même variété, ça va se répandre plus vite. Putain, de moustique. ça va se répandre plus vite. Comme la famine qui s'est passée en Irlande. Enfin, Voilà, exactement. C'est que si on cultive la même variété, des plantes qui sont identiques d'un point de vue génétique, s'il y a un parasite, s'il y a quelque chose, une maladie qui atteint cette plante dans un champ, qu'est-ce qui va se passer pour toutes les autres plantes du champ? elle va être contaminée. Elles vont être contaminées et elles ne vont pas réussir à survivre. D'accord? Ça, c'est le principe. C'est quel principe de qu'on a vu dans nos cours? Si j'ai des individus qui sont homogènes d'un point de vue génétique, il y a une maladie qui atteint un individu. Le risque, c'est que les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être contaminés. Alors, je répète, dans notre cours, là, on vient de voir, alors on va en parler tout à l'heure. Donc là, dans cet exemple-là, dans le document 2, on vous parle de l'Amérique du Sud et de l'Irlande, d'accord? On vous dit que la pomme de terre, elle est originaire d'Amérique du Sud. Et il existe une grande diversité de pommes de terre différentes, une grande diversité génétique, d'accord? Seulement, en Irlande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cultivé Une seule. une seule variété. Pourquoi ils ont cultivé une seule variété? Elle est la plus productive. Voilà, c'était elle qui était la plus productive dans les conditions qui régnaient là-bas. En termes d'agriculture, c'était elle qui était la plus compétitive. Donc, ils ont produit que cette variété de pommes de terre. D'accord? Alors, comment ils l'ont obtenue, cette variété de pommes de terre? Comment ils la multiplient? Regardez, soit on prend directement quoi? On prend la pomme de terre. La pomme de terre en elle-même, on la met On la plante. dans la terre et après, qu'est-ce qui se passe? Là, ça développe. Elle va repousser, d'accord? Donc, cet individu-là par rapport à l'individu fils par rapport à l'individu mère, il est comment en termes génétiques? C'est le même ADN. C'est exactement le même individu d'un point de vue génétique, d'accord? C'est une sorte de clonage, entre guillemets, d'accord? C'est exactement une reproduction à l'identique de mon individu, ok? Donc, en fait, du coup, quand je vais cultiver cette pomme de terre-là, je vais me retrouver avec des individus, des plants de pommes de terre qui sont tous identiques d'un point de vue génétique. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la zone? Il y a eu une maladie qui est apparue due à un champignon. Cette maladie, on l'appelle comment? Le Diou, je crois. Le mildiou, d'accord? Et ça atteint quelques individus. Ces individus, est-ce qu'ils ont réussi à survivre? Non. Non. Et s'ils n'arrivent pas à survivre, qu'est-ce qui se passe alors? Il n'y a plus de plantation. Elle meurt. Pour les autres, eh bien, les autres ne vont pas survivre non plus. Pourquoi?
Bah, ce sont pas Elles ont le même exactement les ADN. mêmes. Elles sont Attends, pareilles. le même patrimoine génétique. Donc, s'il y en a un qui ne survit pas, forcément, les autres qui ont le même patrimoine génétique, qu'est-ce qui va leur arriver aussi? Ils ne vont pas Survivre. survivre. D'accord? C'est le principe. C'est quel principe, ça? Dans quel cas il y aurait pu avoir une survie de certains plants de pommes de terre? Il y avait différents types de plantaires. S'il y avait un qui était hétérozygote, on va dire. Pas hétérozygote, mais s'il y en a un qui avait une diversité génétique par Ah rapport oui. aux autres, qui aurait pu s'avérer être résistant par rapport aux champignons. Donc, comment ça s'appelle ça? Certains peuvent survivre, certains ne survivent pas dans certaines conditions naturelle. environnementales. C'est là? Sélection naturelle. C'est la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, si effectivement j'ai que des plants qui sont homogènes d'un point de vue génétique, s'il y en a un qui est atteint, tous vont être atteints par des mauvaises conditions environnementales. D'accord? Donc, effectivement, le risque en agriculture intensive de cultiver des plantes qui sont homogènes d'un point de vue génétique, c'est que si une maladie atteint ces plantes, eh bien, toutes vont être décimées. À ce moment-là, c'est toute la production agricole qui est menacée par le développement du parasite et de la maladie. Ça va pour vous, ça? Oui. Oui. Donc, du coup, c'est ce dont nous parlait Théo. Si je prends mon livre là, à la page 276. Alors, hop. Là, je reprends mon livre à la page 276. Ici. Voilà. Donc, Théo nous disait justement qu'il faut être attentif à quoi? Les agronomes, il faut être attentif à quoi justement? Si on est conscient de ce problème-là, qu'on cultive que des variétés qui sont homogènes et qu'il y a un risque pour l'agriculture, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, lisez votre document de la page 276. Il faudra regarder si si les plantes ont été contaminées. Dis bien. Excusez-moi, madame. Vous pouvez Oui. répéter la question, s'il vous plaît? Alors, je répète ma question. On a vu là, à travers cet exercice, que dans l'agriculture, dans le souci d'améliorer la production et de répondre aux besoins de toute l'humanité en termes d'alimentation, on se retrouve à cultiver des variétés qui sont de plus en plus intéressantes pour répondre aux besoins, c'est-à-dire produire en quantité, en essayant d'avoir une bonne productivité. Donc, pour ça, on a créé des variétés que l'on va cultiver. On se retrouve à cultiver que le même type de plantes, d'accord? Donc, on cultive des plantes qui sont homogènes d'un point de vue génétique. Le risque, donc, c'est que si jamais il y a une maladie qui atteint ces plantes, eh bien, toute la production agricole soit décimée, ce qui peut occasionner après, comme en Irlande pour la pomme de terre,
de la famine puisque toute la production agricole a été mise à mal. Et en fait, du coup, le temps de replanter, que ça repousse, etc., eh bien, on s'est retrouvé avec de la famine puisque la pomme de terre était à la base de la nourriture de la population. Donc là, ma question, c'est, étant donné qu'on est conscient du risque que l'on prend à cultiver des variétés de plus en plus homogènes, pour assurer les arrières, au cas où on se retrouverait dans la même situation qu'en Irlande, qu'est-ce que les scientifiques ont mis en place pour pouvoir justement réagir si jamais on se retrouvait comme dans la même situation qu'en Irlande? Les variétés modernes et paysannes sont stockées dans des banques de semences. Voilà, ils ont créé ce qu'on appelle des banques de semences. Alors, c'est quoi des banques de semences? Mais là où ils peuvent déposer des graines, on fait plusieurs types de graines. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont conserver les graines de différentes variétés de plantes. Hein. Ils conservent le maximum de graines. Pourquoi ils font ça? Dans le cas où l'une de leurs expériences, enfin, une des graines ne fonctionnerait pas. Dans Ils le pourront cas où, récupérer oui. une autre variété. Alors, je n'ai pas compris. Reprends, Tanguy. Ils pourront toujours récupérer une autre variété si l'une des graines qu'ils ont choisies, en fait, ça ne fonctionne pas. Voilà, exactement. Ça leur permet, si par exemple, je ne sais pas moi, ils cultivent je sais pas moi, une tomate, une seule variété de tomate, toute cette variété de tomates périt à cause d'un parasite ou d'une maladie, d'accord? Eh bien, ils vont aller rechercher d'autres types de variétés qui seraient éventuellement résistantes à ce type de maladie. D'accord? Ça leur permet de pouvoir réagir et de retrouver d'autres variétés résistantes qu'ils pourraient cultiver et ce qui permettrait de relancer la production, là en l'occurrence de tomates, et pour pouvoir nourrir les populations. D'accord? Parce que si justement on se met à cultiver que la variété et que la production est atteinte, si on n'a pas conservé des graines d'autres types, d'autres variétés, si ces variétés se perdent, à ce moment-là, on ne pourra pas réagir si jamais on se retrouve dans une situation où la production est anéantie. On n'aura pas d'autres types de variétés. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé des banques de semences, c'est-à-dire des endroits où ils vont conserver des graines du maximum d'espèces végétales pour pouvoir réagir si on se retrouvait dans une situation qui serait critique. Ça va pour vous, ça? Il n'y a pas de participation. Shaina, c'est bon? Ah, Shaina n'a pas toujours pas son micro. À chaque fois, j'interpelle Shaina et j'oublie qu'elle n'a pas de micro. Zélie, qui est avec nous là aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Emma? C'est bon, Emma? Oui, ça va, madame. D'accord. Shaina m'a fait signe que c'est bon. Bon, ben super. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors, je vous montre le cours que voilà. Alors, je vais... Voilà, ici. Donc, est-ce que vous voyez tous le cours? Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, voilà. Donc là, les conséquences de la domestication et de l'amélioration des plantes sur la biodiversité. Donc là, c'est ici ce que je vais vous envoyer, c'est la correction du cours. Donc, on vous disait les conséquences de la domestication sur la biodiversité. La domestication a provoqué une diminution globale de la biodiversité, perte de diversité génétique due à la sélection par l'homme que de certaines variétés d'intérêt, à la culture des plantes de plus en plus homogènes. Donc, on a une perte de diversité génétique inter- et intraspécifique. Maintenant, quel est le risque lié à l'homogénéité des cultures? C'est ce qu'on a expliqué sur la problématique de l'Irlande. Donc, exemple de la grande famine en Irlande.
On a eu 1 million d'Irlandais qui ont décédé, plus d'1 million qui ont émigré entre 1845 et 1850. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient la monoculture. Monoculture, ça veut dire qu'ils cultivent un seul type variétal de la pomme de terre associée à un faible choix de variétés. Toutes les pommes de terre avaient le même patrimoine génétique. Et ensuite, venue d'Europe continentale, en Europe continentale, d'une maladie qu'on appelle le mildiou, qui est associée à un champignon, Phytophthora infestans, et qui est allié à l'humidité du climat, a provoqué une forte chute de l'ordre de 40% de la production de pommes de terre en 1945. Donc, l'intérêt d'avoir des ressources génétiques, c'est pouvoir avoir une plus grande adaptabilité à l'évolution des contraintes environnementales. La conséquence n'aurait pas été la même en Amérique du Sud. Et ensuite, document 267, donc qu'est-ce qu'on fait? On va créer des banques de semences réfrigérées afin de conserver la diversité génétique des plantes et de pouvoir réagir si nécessaire. OK? Alors là, vous avez un petit schéma bilan, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de l'agrandir. Où on résume un petit peu. Voilà, on résume un petit peu l'histoire de la domestication des plantes. Donc, on vous dit, il y a 100 000 ans, les cultures étaient très hétérogènes. L'homme repérait dans les plantes celles qui lui paraissaient intéressantes. Il récupérait les graines pour les planter. Ça, c'est ce qu'on appelle comment? Ce type de domestication. Quand il récupérait les graines chez les plantes qui les intéressaient pour les replanter. Ah, la sélection massale. Très bien, Joëlinson, tout à fait. C'est la sélection massale. Donc, c'est à partir de là qu'a commencé la domestication des plantes et les débuts de l'agriculture. On vous disait que les semis de population étaient très hétérogènes. Très hétérogènes, pourquoi? Parce que, effectivement, d'une région à l'autre, est-ce que les plantes qu'on sélectionnait étaient toujours les mêmes? Non. Non, ça dépendait du climat. Certaines poussaient mieux dans certaines zones, d'autres poussaient mieux dans d'autres zones. D'accord? Donc, en fonction de la zone où on se trouvait, en fonction du sol sur lequel, de la région, les variétés qui poussaient étaient pas forcément les mêmes. Donc, du coup, l'homme a récupéré, a créé ce qu'on appelle à préserver les variétés population, les variétés paysannes. D'accord? Puis, une fois que l'homme a compris comment, on a eu des connaissances sur la reproduction et la génétique, il a eu l'idée d'améliorer les populations. D'accord? Donc là, il va sélectionner parmi les variétés qu'il avait récupérées par sélection massale, il va sélectionner les variétés d'intérêt, il va essayer de les hybrider pour combiner des caractéristiques d'intérêt dans une nouvelle variété. Et après, une fois qu'il se perfectionne, il va créer des variétés avec des techniques de plus en plus poussées, comme les techniques de génie génétique avec la transgénèse, où là, on insère directement un gène d'intérêt chez la plante. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure de cette domestication, on va effectivement vers des plantes qui sont de plus en plus homogènes d'un point de vue génétique. D'accord? Donc, elles sont de plus en plus homogènes. Donc, du coup, les risques liés à cette homogénéité, on en a parlé tout à l'heure dans l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Est-ce que ça va pour l'instant pour tout le monde? Oui, ça va. Oui? Bon. Alors là, on a fini notre chapitre sur la plante domestiquée. Oui, Yanis. Non, c'est bon. Non, Mais c'est que c'est passé, on va dire, c'est passé plutôt vite, ce chapitre-là. C'est passé vite, tu trouves? Ouais, quand même. Mais est-ce que vous avez compris? Après, il faut toujours réviser, madame. Je ne dis pas qu'on comprend à 100%, mais ça va. Mais si vous ne comprenez pas, il faut me poser des questions. On ne comprendra jamais à 100% dans tous les cas. Et pourquoi tu ne comprendrais pas à 100%? Moi, je pense, pour ma part, hein, personnellement. Non, ça va. Personnellement, ça va. Mais il y a toujours des trucs où il faudra vraiment réviser plus souvent, quoi. Ben, c'est sûr qu'il faut réviser. Et après, il ne faut pas hésiter, quand tu révises, à me poser des questions pour que je puisse te réexpliquer.
Oui, non, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que c'est justement ça le but. Le but, c'est pas effectivement qu'on fasse les cours on avance et que vous ne compreniez rien. Donc, le but, c'est effectivement de faire le travail. Donc là, on a fait une première approche ensemble. Je vous envoie le corrigé. Vous revoyez le cours à la maison. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, il faut me poser des questions. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la visioconférence, la visioconférence suivante. On a notre groupe WhatsApp. Vous pouvez me poser des questions sur le groupe et j'y réponds. D'accord? Mais il ne faut pas du tout hésiter à vous manifester s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. D'autant plus dans la situation actuelle où on n'est pas en cours ensemble. Donc, ce n'est pas évident. On est en dématérialisé, on se voit à travers un écran. Ce n'est pas forcément évident. On ne peut pas expliquer comme on pourrait expliquer quand on est au lycée. Mais en même temps, bon, il n'empêche que vous devez poser des questions si vous avez des questions à poser et je réexpliquerai autant de fois qu'il le faut. D'accord. D'accord? Oui. Marine, Madame. c'est bon? Oui, ça va. Est-ce que tu as des questions sur ce chapitre? Non? Quand vous avez envoyé le corrigé de l'exercice qu'on vous a envoyé, comment on voit les commentaires que vous avez faits? L'exercice sur l'hybridation? Oui. Tu n'as pas réussi à voir les commentaires? Non. Est-ce que tu as Acrobat Rider sur ton ordinateur? Oui, je l'ai installé puisque vous avez dit qu'il fallait l'installer. Ouais. Voilà, donc tu ouvres avec Acrobat Rider. Et normalement, alors attends, je vais essayer de faire ça avec en partage d'écran. Je vais voir. Je vais voir si je peux ouvrir un document en partage d'écran pour vous montrer comment on fait. Alors attends, hein, je ferme ça. Donc, hop. Alors, je vais ouvrir ton document d'ailleurs, justement. Ouvrir avec Acrobat Rider. Voilà, j'attends qu'il me l'ouvre. Ça y est, il me l'a ouvert. Donc, je retourne sur Zoom. Voilà. Alors, je vais voir si ça marche. Hein. J'ai ouvert ton document avec Acrobat Rider. Voilà. Vous le voyez? Oui. Alors. Et là, normalement, ah mince, tu vois ici, là, normalement, si tu ouvres avec Acrobat Rider, tu vois un petit, j'ai mis du jaune, du fluo à certains endroits. D'accord? Oui. Alors, j'arrête le partage. Je vais cliquer dessus sur mon Acrobat Rider parce que j'ai l'impression que ça… Sur le jaune, normalement, le commentaire apparaît, c'est ça? Voilà, quand tu cliques sur le jaune, voilà, je vais le faire maintenant un partage d'écran. Même sans cliquer, hein, juste en te mettant sur la petite bulle. Voilà, là, j'ai cliqué sur le jaune et tu vois, ça a apparu ce que je t'ai dit. Homozygote par rapport à quoi et pourquoi. D'accord. Voilà, alors là, pareil, tu vois ici, j'ai juste mis sur la petite bulle là et ça met le commentaire. Tu vois? Hop, j'ai mis. Et donc là aussi, pareil. Alors, où est-ce que je t'ai mis du jaune encore? Là, pareil, tu vois, j'ai mis du jaune et je me positionne sur le jaune et tu vois, on te dit, tu n'as pas pris en considération le gène de la productivité, ce qui fait que ton interprétation du croisement est fausse. D'accord. Vous voyez? Donc, en fait, vous ouvrez avec Acrobat Rider et partout là où j'ai mis du jaune, voilà, vous vous positionnez avec votre curseur. Vous voyez, ça met une petite bulle. La petite bulle, ça veut dire, comme dans une BD, ça veut dire qu'il y a un commentaire. Donc voilà, il suffit de se mettre au niveau de la petite bulle et il y a mes appréciations qui apparaissent à côté. C'est bon, Marie? Oui, merci beaucoup, madame. De rien. Les autres, vous aviez vu ça ou pas? Madame, oui. Non, madame, je ne sais pas quoi. Je passe ça. C'est Monsieur Mus qui parle? C'est Kylian, madame, Kylian. Oui, Monsieur Mus. Donc Monsieur Mus, tu n'avais pas vu ça? Non, madame. Donc maintenant, c'est bon, tu as compris? Oui, madame. Non plus.
Toi non plus, Cédric, mais est-ce que vous avez compris maintenant? Oui, maintenant, oui, c'est bon. Voilà, donc vous téléchargez Acrobat Rider, c'est gratuit. Et en fait, après, vous ouvrez votre document avec Acrobat Rider et il suffit de vous positionner sur la petite bulle, là où j'ai mis du jaune, et le commentaire apparaît instantanément. D'accord, madame. Bon, bah, super. Bon, alors, du coup, si vous n'avez pas de questions par rapport à ce chapitre, on va commencer la dernière partie du programme. D'accord? Donc, la dernière partie du programme, ça s'appelle Corps humain et santé. Donc, dans cette dernière partie du programme, on aborde deux aspects. D'abord, l'immunologie, le système immunitaire, c'est-à-dire comment l'organisme se défend par rapport à des agressions d'agents pathogènes. Et ensuite, on va travailler sur le système nerveux. OK? Ok. Et donc, on va commencer par le système immunitaire dès la semaine prochaine. Donc là, quand je raccroche avec vous, je vous envoie la correction, la fin de la correction du cours sur la plante domestiquée. Et je vous envoie en plus le travail pour lundi sur le premier chapitre sur le système immunitaire. D'accord, madame. D'accord. C'est bon pour vous? Oui, ça Oui. va. Eh bien, c'est super. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous envoie ça tout de suite. Et on se voit lundi. D'accord. À lundi, Oui, madame. À lundi, tout le monde. Bon week-end. Au Ok, revoir. madame. Merci. Et madame, merci Et tout. Merci pourquoi? pour le dossier. J'ai réussi à envoyer. Pour le dossier que tu m'as envoyé? Non, le dossier que j'ai, la DSE. Oui, tu l'as envoyé? Oui, c'est bon. Donc là, c'est bon, tu as pu tout boucler? Oui. Eh bien, c'est super alors. Ok, il n'y a pas besoin de me remercier, c'est normal. Bon, eh bien, bon week-end à vous. Merci. Merci.